Salut Simon. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, on est à la maison chez moi avec Simon d'Aragon. Je suis très content de te recevoir sur le podcast. Si je t'ai invité, je te cache pas que c'est les abonnés qui ont réclamé ta présence. Et moi, je suis très heureux d'être là pour eux en tout cas. Et je comprends pourquoi, parce que je suis allé voir ce que tu fais et après avoir échangé avec toi, je comprends pourquoi tu es là. Et écoute, on va commencer par ce que je fais d'habitude, que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Simon? Alors très rapidement, parce que c'est pas le but, c'est quand même qu'on parle de fiscalité. Donc je le fais très rapide. Je m'appelle Simon d'Aragon, je suis docteur en droit fiscal. Donc ça c'est mon titre. Je suis un spécialiste de la matière fiscale. J'ai deux principales casquettes. Ma première casquette, c'est que je suis professeur à l'université. Enfin, je suis enseignant à l'université. Je dirige un master de droit fiscal dans le nord de la France. Et je suis également chef d'entreprise, puisque j'ai un certain nombre d'entreprises. La principale que tout le monde connaît généralement, c'est une entreprise qui accompagne ceux qui en ont besoin en matière fiscale, donc sur toutes les problématiques fiscales. Voilà, à côté de ça, j'ai plein d'autres activités et d'autres entreprises, parmi lesquelles je peux mentionner la sortie d'un album de slam l'an dernier. Ça, c'était le petit clin d'œil sympa au monde de l'entrepreneuriat. Et puis voilà, d'autres activités, mais c'est pas le but aujourd'hui. Je fais des conférences un peu partout en France et dans le monde. Mais voilà, on est là pour parler de fiscalité et ceux qui veulent se renseigner sur mon parcours, évidemment, pourront le faire avec grand plaisir. Bon, top. On va essayer de faire vraiment un guide aujourd'hui de la fiscalité au sens large. J'aimerais qu'on parle d'immobilier, j'aimerais aussi qu'on parle de fiscalité pour les expats, parce que c'est des sujets qui reviennent souvent. Fiscalité aussi d'entreprise. Et alors, avant de commencer, je te propose qu'on parle déjà un peu d'actualité, tu vois, parce que moi déjà je te respecte parce que je me dis on est dans un pays où la fiscalité change tout le temps, donc je me dis que tu auras pas de problème. C'est un boulot quotidien. À toi, c'est d'être vraiment, tu dois être au plus près de l'actualité. Et je voulais savoir qu'on parle un petit peu de ça et voir par rapport aux dernières actus. Alors même si le ministre a encore changé, le Premier ministre a encore changé, quels sont les plus gros risques que tu vois toi aujourd'hui sur les changements qui pourraient impacter les particuliers sur la fiscalité? Alors je dirais qu'il y a trois grandes réformes aujourd'hui dont il faut tenir compte dans tout ce qu'on fait. La première réforme, elle concerne la flat tax. La flat tax, ça c'est une imposition qui s'applique sur tout ce qu'on appelle les produits financiers, les revenus de capitaux mobiliers notamment, c'est-à-dire notamment les dividendes, l'ensemble des produits financiers, les intérêts donc qu'on perçoit, ou encore les plus-values sur cession de valeurs mobilières, les plus-values sur cession de parts également. Donc, et également sur les crypto-monnaies aussi. J'ai oublié les crypto-monnaies. Lorsqu'on convertit ces crypto-monnaies en fiat, c'est-à-dire en monnaie classique, on réalise potentiellement une plus-value. Et donc, pour tous ces types de revenus-là, on a une flat tax qui s'applique qui est de 30%. Un prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, des prélèvements sociaux 17,2%. L'addition des deux, ça fait 30%. Aujourd'hui, première réforme qui devrait intervenir, c'est l'augmentation de cette flat tax, puisqu'on devrait passer de 30 à 33%. C'est le premier risque de réforme. Deuxième réforme qui devrait intervenir, c'est une réforme qui concerne la fiscalité immobilière. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans les détails maintenant parce qu'on va y revenir, mais concrètement, aujourd'hui, on a un régime très favorable qui existe en matière d'investissement immobilier, qu'on appelle le LMNP, loueur meublé non professionnel, qui est un régime d'investissement en nom propre, d'accord, pas en société, en nom propre, et qui aujourd'hui, concrètement, permet à celui qui investit de bénéficier d'avantages assez importants, notamment de bénéficier d'amortissement, alors que le bien ne perd pas forcément de valeur, donc c'est un vrai sujet. Des charges fictives, voilà, souvent, ouais. Exactement. Comptablement, on est dans l'incohérence, mais bon, ça, c'est pas le sujet. Et en matière de plus-value, on a également des avantages, puisqu'on ne tient pas compte de ces amortissements au moment du calcul de la plus-value. Et donc, on a une réforme qui arrive sur ce régime, qui va certainement intervenir dans les prochaines semaines, prochains mois ou prochaines années. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal. Donc ça, c'est le deuxième projet de réforme. On y reviendra certainement. Et enfin, troisième projet de réforme qui concerne, à mon avis, les crypto-monnaies, là, pour le coup, plus précisément, où on est quand même dans une logique, alors ça, c'est presque un sujet philosophique, où quand même les bruits qui courent, ce serait que les différents États vont commencer à se munir de ces crypto-monnaies, et notamment en imposant certainement à un moment donné à leurs citoyens de ne pouvoir investir dans les crypto-monnaies que par des plateformes qui seraient mises en place par l'État. Et donc du coup, on est presque en confrontation avec la philosophie, ouais, avec la philosophie même. Mais moi, quand j'y réfléchis, je me demande si
alors pareil, je me demande si c'est pas une bonne chose. Je donne pas mon avis, c'est juste que j'essaie de peser le pour et le contre. Je me dis que finalement, si l'État s'y intéresse, si l'État essaie d'institutionnaliser le truc, bah finalement, ça va donner de la crédibilité aux crypto-monnaies, ça va sûrement asseoir une stabilité qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui. Et poser un cadre un peu plus un cadre stable, juridique, fiscal, etc. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, c'est un projet de réforme qui, à mon sens, pourrait intervenir dans les prochains mois, aux prochaines années. Ok, c'est marrant que tu dis ça des cryptos. Alors, je sens que moi, les US, ils ont vraiment envie d'être les leaders là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'en France, et du moins en Europe, j'ai l'impression qu'on voit encore ça d'un mauvais œil, tu vois. On y vient, hein. On y vient très concrètement, on y vient. Je sais qu'il y a déjà eu des ventes immobilières de réaliser en Europe, en crypto, ouais, en France, il y en a eu. Okay. C'est d'ailleurs un ami notaire à moi qui s'en est occupé, donc je sais que c'est intervenu. Je sais qu'il y a des responsables politiques aussi qui commencent à s'y intéresser. Je pense aujourd'hui au maire de Cannes, David Lisnard, qui a annoncé vouloir former les commerçants prochainement pour permettre le paiement en crypto-monnaie dans la ville de Cannes, qui est une ville mondialement connue et qui regroupe parfois des gens de l'international. Donc voilà, je crois qu'on y va. Au-delà, encore une fois, faut pas mélanger les choses. D'un côté, il y a les crypto-monnaies en tant que telles, et je pense que là, personne ne donne vraiment son avis sur la fiabilité, etc. Et de l'autre, il y a quand même la prise en compte du fait qu'elles existent, et donc dans les moyens de paiement, il faut en tenir compte. Ok. Tu as parlé alors je reviens un peu sur les projets de réforme que tu as dit, et du coup on va glisser doucement sur un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la fiscalité immobilière. Tu dis que selon toi, enfin selon ce que tu comprends de l'actualité, c'est une réforme qui pourrait arriver très prochainement. Ouais. Moi j'ai quand même l'impression que ça fait 10 ans qu'on parle, alors 10 ans, tu vas me confirmer, moi depuis que j'ai investi en immobilier, moi je commence en 2017, c'est pas non plus très vieux, moi j'ai l'impression qu'on en parle quand même souvent de la fin du LMNP. Et j'ai l'impression que, en fait, à chaque fois qu'on essaie de faire passer la loi et on peut le dire, tu vois, il y a quand même une sorte d'anomalie fiscale, au moins sur la réintégration d'un amortissement. Si on est honnête intellectuellement, il y a une anomalie. Il y a une anomalie. Et pourquoi, du coup, chaque fois c'est rebuté, pourquoi ça continue? Et j'avais interviewé un gars qui me disait, si ça passe pas, c'est que peut-être qu'il y a des politiques qui eux-mêmes profitent de ce régime fiscal, tu vois. Alors déjà, non. Non, okay. Non, alors j'ai pas analysé le CV de ton mandat, j'imagine, ouais. Mais non, je dirais 95 voire 99% des politiques ne savent même pas ce que c'est le LMNP, qu'on soit d'accord. Et je leur jette pas la pierre, hein, on n'est pas tous des spécialistes de la matière fiscale. Bon, ça c'est le premier point. Non, il y a quand même une différence avec les 10 dernières années. Depuis 10 ans, c'était des bruits qui couraient. Là, il y a depuis un projet an, vraiment. Il y a un rapport. Le Meur, c'est ça. Alors il y a un rapport Le Meur qui est sorti. Il y a eu des propositions de loi qui ont été faites. Il y a eu des amendements qui ont été faits. Ça veut dire que depuis un an, nos responsables politiques se sont saisis du sujet, ce qui n'était pas le cas depuis 10 ans. Et ça, contrairement à ce qu'on entendait, personne ne se saisissait du sujet. Là, on est dedans. On est vraiment dedans. On n'a jamais été aussi proche du. Mais moi, je prends pas de risque à annoncer que ça va intervenir. Quand, à quel la seule question c'est le quand, puisque en plus globalement les responsables politiques ont l'air assez d'accord pour faire cette réforme. Il faut également préciser qu'il y a déjà une loi qui a été adoptée il y a quelques semaines qui est vraiment en vigueur, c'est la fameuse loi dite anti-Airbnb, à l'intérieur de laquelle il y a déjà le début de la réforme fiscale. Puisque pour tous ceux qui font du Airbnb, qui sont en location courte durée donc, et qui sont dans le régime micro, les abattements ont été modifiés, puisqu'on avait un abattement de 50% qui est passé à 30%. Et un abattement de 71%. Et avant, il était à 71 avant, non? Non, c'est le deuxième. L'abattement de 71% pour les meublés de tourisme qui est passé à 50%. Et ça, ça y est, c'est voté. C'est déjà adopté. Donc la suite de la réforme va intervenir. Je dirais pour la petite anecdote, quand il y a ce type de projet de réforme et quand il y a une instabilité politique comme on a aujourd'hui, il y a un truc qui est important. Moi, c'est une chose qui me tient à cœur. À chaque fois, là, on a eu un nouveau gouvernement. Le premier truc que j'allais voir, c'était que j'allais voir qui était le ministre de l'économie. Pas parce que je vais me dire je l'aime ou je l'aime pas, c'est pas ça le sujet. Peu importe son parti politique, mais parce que son parti politique, en fait, est très important. Pourquoi? Parce que s'il est du même parti que la députée Le Meur, qui est à l'origine du rapport et du projet de réforme, il ira dans le même sens. Il y a des chances qu'ils aillent dans le même sens et qu'ils échangent entre eux. Concrètement, pour le faire très simple, ils ont un groupe WhatsApp entre eux, quoi. Alors que si c'est un responsable politique d'un autre parti qui était ministre de l'économie, on n'aurait pas cet échange et donc ça freinerait le risque d'adoption de la réforme. Donc, on y va. Dans la réforme, on y va. Si elle n'est pas adoptée dans les 3 ans, et qu'on a un président ou une présidente de la République d'un autre parti politique, dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra se dire qu'on a gagné... On va gagner encore quelques années. Voilà, exactement. Mais je pense que dans les 3 ans, ce sera adopté.
Ok, bon, moi ça fait pas mes affaires parce que j'ai du LMNP. Pareil, on est bien d'accord là-dessus. Et la question, et de toute façon, je pense que beaucoup de mes auditeurs en ont, parce que clairement, enfin, ceux qui sont un peu informés et éduqués sur l'immobilier, du moins en nom propre, il y a rien de mieux fiscalement, tu vois. Bien sûr. Et la question, je pense que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, si ça se passe, tu vois, est-ce que tu peux nous donner des pistes? Ah bien sûr. Alors peut-être pas ce que tu ferais toi, mais quelles seront les pistes d'optimisation si ça arrive? Alors juste avant, j'ai une autre question parce que j'ai peur de les oublier. Est-ce que c'est rétroactif aussi? Alors, je réponds aux deux. Alors rétroactif, ça veut dire ça dépend ce qu'on entend par rétroactif. Rétroactif, est-ce qu'on va tenir compte des amortissements déjà passés? Évidemment. Évidemment, et ce serait anormal que ce soit pas le cas. Bon, d'accord, très bien. Par contre, on va pas remettre en cause des ventes qui ont déjà été réalisées. Ah oui, non, mais ça, quand même. Ça, ce serait rétroactif pour le coup. Ah, d'accord. Pour moi, rétroactif, c'est utiliser l'amortissement qui était fait à l'époque où on avait le droit de le faire. Non, absolument pas. On va pas remettre en cause des ventes qui ont déjà été passées. Par contre, pour l'avenir, ça s'appliquera. Ok. La question, c'était la deuxième. C'était qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si ça passe? Alors, tu m'as dit, tu vas pas dire ce que tu vas faire pour toi-même. Moi, je le dis, je suis très transparent. Même si la réforme intervient, même si elle est adoptée, à titre personnel, je ne procéderai pas forcément à la vente de mes biens en urgence ou rapidement, parce que j'estime que l'investissement immobilier, c'est du long terme, et parce que mine de rien, quand on investit en nom propre, et tu le sais, j'imagine que tes auditeurs le savent aussi, lorsqu'on investit en nom propre, on a quand même un deuxième élément qui est ce qu'on appelle l'abattement pour durée de détention. Cet abattement pour durée de détention signifie que plus le temps passe, moins la fiscalité est élevée, puisqu'on a un abattement à partir de 5 ans. Exactement, chaque année. Cet abattement n'est pas remis en cause aujourd'hui. Ce qui veut donc dire, il n'est pas remis en cause. J'avais cru lire l'amendement qui n'avait pas été passé, mais ils avaient quand même essayé d'y toucher. Oui, mais ça c'est un jeu politique, c'est de la politique. D'accord, mais sur le projet de réforme qui est envisagé, on n'y touche pas. Ça veut dire que le temps qui court joue en notre faveur quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à la réforme, qu'on pose bien les bases, si demain il y a la réforme du LMNP telle qu'elle est envisagée, ça veut dire que si je fais beaucoup de travaux sur mon investissement, les premières années, j'aurai un déficit, je passerai mes travaux en charge, comme je le fais en location nue, et peut-être que pendant 4-5 ans, j'aurai pas de fiscalité. Par contre, à partir de la 5e année, dans mon exemple, j'aurai un effort fiscal à faire, et je devrais payer de la fiscalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut savoir quelle est notre propre situation. Moi, au bout de 5 ans de détention, je prends mon cas, au moins je ne tourne pas la question. Au bout de 5 ans de détention, j'estime que ma situation professionnelle me permet de faire face à une fiscalité. Donc je préfère payer ma fiscalité tous les ans à partir de la 5e année, et qu'au bout de 20 ou 30 ans, quand je revends, je n'ai quasiment pas de fiscalité, et je puisse récupérer le prix de vente quasiment intégralement pour moi. Je suis plus à l'aise avec cette méthode. Pourquoi? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, je suis prêt à faire cet effort fiscal pendant ma vie, parce que ma vie professionnelle me le permet. À l'inverse, quelqu'un qui serait dans une situation où il est plutôt dans une logique soit d'arrêter de travailler, soit d'avoir des revenus assez faibles pour travailler à mi-temps parce qu'il a envie d'avoir d'autres projets. L'effort fiscal que va lui demander potentiellement le LMNP après réforme sera peut-être plus compliqué à assurer. Et donc, pour cette personne-là, ce sera plus logique certainement de vendre pour pas être pris à la gorge par cette fiscalité, ou alors de faire des investissements en société, notamment en SCI LIS, je vais rentrer dans le détail, qui lui permet d'éviter d'être pris à la gorge. Or, du coup, la SCI LIS, parce que c'est le deuxième modèle, et tout le monde dit c'est pareil que le LMNP, du coup, non, c'est tout le contraire, justement. Pourquoi? Parce que la SCI LIS, quand on investit avec, les loyers rentrent dans la société, et on ne ressent pas la fiscalité à titre personnel. C'est-à-dire que tout se passe dans la société. Par contre, au moment de la revente, au moment de la revente, ça pique. Ça pique, oui, bien sûr, ça pique. On va y perdre entre 50 et 60% du prix de vente. On soit bien d'accord, en fiscalité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois me poser une question en tant qu'investisseur. Et tous les auditeurs, tous tes auditeurs vont le faire, j'espère. De se dire, ok, j'ai deux possibilités. Soit j'investis en nom propre. Et dans ce cas-là, dans quelques années, quand il y aura la réforme adoptée, fiscalement, tous les ans, je vais devoir faire un effort. Mais à la sortie, si je vends 300 000, j'ai 300 000 dans ma poche. Plus la plus-value potentielle. En plus. 300 000 plus-value intégrée, etc. Soit, deuxième hypothèse, j'investis en SCI LIS. J'ai aucun effort à faire tous les ans. Par contre, à la sortie, si je vends 300 000, il me restera 130 dans ma poche. C'est un choix. Choisir, c'est renoncer, il va falloir choisir. Et il y a aussi, j'entends certaines personnes qui disent de l'option de se faire racheter le bien existant par une SCI. Oui, alors ça, encore une fois, c'est des hypothèses, mais cette hypothèse-là, aujourd'hui,
elle n'a d'intérêt que pour 2 ou 3% des cas que j'ai vus. Pourquoi? Parce que déjà, on a les taux qui ont augmenté depuis l'acquisition. Ça veut dire que si je crée une SCI pour acheter mon bien, ça veut dire que cette société doit emprunter de l'argent à la banque à des taux plus élevés. Ensuite, je vais faire la vente à cette SCI, je dois le faire au prix du marché. Je ne m'amuse pas à faire un prix que j'ai envie. Vente au prix du marché. Frais de notaire, frais d'acquisition, pardon. Frais d'acquisition, si je dis frais de notaire, mon notaire m'engueule. Frais d'acquisition à payer. Ça veut dire qu'en fait, on engage quand même des frais importants pour se retrouver dans une situation qui nous coûte quand même beaucoup d'argent. Je crois que la solution n'est pas là. Le fait de se racheter à soi-même des biens, ça a certes parfois un intérêt, notamment en matière de transmission, ou si vraiment je suis pris à la gorge, que j'ai besoin de cash tout de suite, immédiatement, pour quelque chose de particulier, mais globalement, ça vaut pas le coup. Pas le coup. Ok, donc en gros, soit on attend, soit on est patient, et soit on continue les projets. Soit on fait l'effort pendant notre vie, soit on le fera plus tard. Ok. Autre sujet, du coup, autre thématique que je voulais aborder avec toi, c'était un petit peu la fiscalité des expatriés. Parce que je sais qu'il y a, enfin, on m'a beaucoup demandé dans le sondage que j'ai fait, dans le sondage où on t'a réclamé d'ailleurs, que je faisais pas assez de choses pour les expats. Alors, pour le coup, je pense que le sujet est ultra vaste sur les expatriés. Toi, est-ce que dans ton travail, est-ce que tu as affaire à des expatriés régulièrement? Ah oui, tous les jours, tous les jours, bien okay. sûr. Ouais, les non-résidents, ce qu'on appelle les Français de l'étranger, c'est comme ça qu'on les appelle. Ok. Et du coup, genre, j'abordais un sujet, alors je sais pas si c'est vraiment ta spécialité, les SCPI, est-ce que c'est quelque chose que tu connais un petit peu sur... Franchement, enfin, on peut en parler, je vois pas forcément, enfin pour moi il y a d'autres choses qui sont tellement plus importantes pour les expats. J'imagine pour les placements, non, je te dis ça parce que moi je suis confronté à ce sujet régulièrement, mais non, parlons des choses les plus courantes sur l'immobilier, sur les placements financiers. Toi, qu'est-ce que tu constates le plus pour optimiser fiscalement pour les expats ou alors je vais te poser une question peut-être différente. La personne qui veut s'expatrier, parce que c'est en fait c'est ça le sujet qui revient tout le temps. Exactement. Parce que c'est le sujet d'actualité. Exactement. La personne qui veut s'expatrier, c'est quoi ses options? Alors déjà il y a un point fondamental à rappeler immédiatement, c'est que je dois dire parce qu'on est sur un langage de vérité et moi je le fais toujours. Aujourd'hui, moi j'ai de plus en plus de demandes de gens qui souhaitent s'expatrier. C'est quand même inquiétant ça, non? C'est extrêmement inquiétant, mais quand on voit l'instabilité politique et économique de notre pays, ça se comprend. Ça se comprend, ouais. Aujourd'hui, quand même, il faut l'avoir à l'esprit, un chef d'entreprise, et ça c'est quelque chose que je dis je suis en train de faire un tour de France pour aller à la rencontre de tout le monde dans toute la France en faisant des conférences sur ces sujets-là. En fait, aujourd'hui, un chef d'entreprise, il perçoit du chiffre d'affaires, il reverse 20% de TVA. Ensuite, il déduit ses charges, il paye l'impôt sur les sociétés, 25%. Ensuite, s'il se verse des dividendes, c'est 30% de flat tax. S'il se rémunère, c'est 80% de charges sociales, et une fois qu'il a perçu son revenu, il paye de l'impôt sur le revenu. Je veux dire, et on a encore des responsables politiques qui veulent augmenter qui nous disent qu'on a encore un peu de gras à prendre. Bon, soyons sérieux, quand on fait ce point-là, on se dit qu'en fait, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de fonctionner ainsi. Et donc, je comprends parfaitement les chefs d'entreprise qui s'interrogent sur un départ. Alors après, voilà, une fois qu'on a dit ça, entre s'interroger et partir vraiment, il y a quand même un pas à franchir qui est pas négligeable. Alors d'abord, premier point qu'il faut mentionner, lorsqu'on envisage de s'expatrier, il faut faire les choses correctement. Là, vraiment, il faut voir un spécialiste. Parce que il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération. Mais je vais quand même donner les éléments clés pour que tout le monde puisse avancer. Avancer ou pas, j'encourage vraiment pas l'expatriation. Le patriote que je suis a plutôt tendance à dire, allez, accrochez-vous, on reste dans notre pays, on est chez nous, etc. Et on y est bien. Moi-même, je partirai pas, mais premier point important, c'est d'abord si on a des sociétés et si on n'en a pas, c'est pas pareil. Parce que si on n'a pas de société, notre départ peut se faire assez facilement. Si on a des sociétés, il y a une problématique importante qui est l'exit tax. Je rentre pas dans le détail, mais c'est un truc très technique. Et qui est déjà en place, ça, l'exit tax? Qui est déjà en place depuis un moment, qui est déjà en place, ça a été un peu modifié sous Macron, mais c'est en place depuis un moment. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point important, c'est la question de la résidence fiscale. S'expatrier, ça veut dire, donc s'expatrier, c'est le mot qu'on emploie quand on en parle entre nous, là. Mais le vrai terme, c'est changer de résidence fiscale. Et pour changer de résidence fiscale, il faut faire un certain nombre de démarches administratives. Premier point. Et surtout, il faut être sûr qu'on a bien changé notre résidence fiscale. Il faut passer plus de la moitié de l'année à l'étranger. Mauvais raisonnement. Pardonne-moi. Ah oui, je t'en prie. Ça, c'est un peu le cliché. C'est-à-dire qu'il faut passer plus de 180 jours. Non, le premier critère important, c'est de savoir où est-ce que j'ai mon foyer.
le centre de ma situation personnelle. Si tu vas t'installer avec ta femme à Dubaï, même si tu y passes 3 mois sur 12 et que le reste du temps tu es ailleurs, si l'endroit où tu es installé c'est Dubaï, c'est là-bas ta résidence fiscale. Par contre, quand je suis célibataire, sans enfant, parce que les enfants mineurs peuvent jouer leur rôle dans le changement de résidence fiscale, et c'est important de le dire, je dois effectivement passer plus de 183 jours sur le territoire pour prouver que j'ai ma résidence fiscale sur le territoire en question. Donc, tu vois, il y a ces deux aspects quand même quand on change, quand on envisage de s'expatrier. Il y a l'aspect personnel, personne physique, changement de résidence fiscale, avec pas mal de démarches à faire, et faire les choses correctement selon si on est marié, célibataire, si on a des enfants, pas d'enfants. Et deuxièmement, il y a l'aspect professionnel, qui consiste à dire, ok, mes sociétés que j'ai en France, mes sociétés que j'ai en France, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les garde ou est-ce que je les ferme? Si je les garde, il y a la problématique de l'exit tax. Ok, parce que du coup, tu peux quand même exercer à l'étranger, mais tu vas devoir, t'as un gros frottement. Alors pas forcément un gros frottement, mais par contre, tu vois, un vrai tip c'est important et au moins ça évitera que tous les gens qui nous écoutent se fassent avoir par les bêtises qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas le droit de créer une société à l'étranger tant que je suis pas installé dans le pays en question. Sauf si c'est pas pour des raisons fiscales et que ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, toi et moi, on est résidents fiscaux français, enfin, je pense, tu me l'aurais dit, sinon, on est résidents fiscaux français tous les deux. On n'a pas le droit, toi et moi, d'aller créer une boîte à Dubaï. C'est impossible. Mais comment ils font les gens de Dubaï, enfin tous les Français, enfin le cliché, alors il y en a plein qui vont à Dubaï, comment ils font concrètement? Alors ils s'installent là-bas, alors s'ils font les choses correctement, c'est-à-dire s'ils viennent me voir avant, je plaisante évidemment, mais moi j'en ai rattrapé des centaines depuis quelques années. Ah ouais. Et tu as dû voir là toutes les affaires avec les influenceurs, etc., qui se sont fait rattraper. En fait, c'est parce qu'ils ont fait ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ils étaient résidents fiscaux français, ils ont ouvert une boîte à Dubaï, ils ont fait du chiffre là-bas, ils n'ont jamais rien déclaré à la France. C'est-à-dire ils ont fait du chiffre, mais en plus de personnes françaises, enfin de clients en France. Peu importe. Mais en fait, peu importe. Ils ont rentré du chiffre d'affaires dans une boîte à Dubaï alors qu'ils sont résidents fiscaux français. Ça, c'est pas autorisé, c'est ce qu'on appelle de l'abus de droit. C'est-à-dire que tu crées une boîte à l'étranger que pour des raisons fiscales. Ça, c'est pas autorisé. Donc, quand tu commets un abus de droit, tu es redressé même sur du chiffre que tu as fait à l'étranger. C'est ce qui est arrivé à tous ceux qui se sont fait redresser avec toutes les affaires qu'on a vu passer dans la presse. Donc, première étape, je change ma résidence fiscale, moi, personne physique, et ensuite, à partir de là, oui, je peux créer une société dans le pays où je m'installe. Il faut faire les choses correctement. Vraiment, si j'ai vraiment, ça c'est un tip que je donne sur ton podcast et que je répète avant de dire, ne vous faites pas avoir par ces commerciaux qui vous vendent la création d'une boîte à l'étranger. Je veux dire, ouvrir une boîte en Estonie, en Irlande ou à Dubaï, en fait, ce n'est pas OK. Ce n'est pas OK, sauf si on respecte un certain nombre de choses. D'accord. Parce qu'on a un énorme risque de redressement, du coup. Oui, il est même inévitable. Il est inévitable, ça veut dire qu'on passe entre les mailles du filet avec de la chance, peut-être. Puis en plus, pour peu qu'on soit un peu visible sur les réseaux, voilà, on se tire une balle dans le pied, quoi. Exactement. Du coup, transition toute faite, parce que je voulais parler justement de contrôle fiscal. À qui ça s'adresse, tu vois? Parce que, alors là, peut-être on peut faire la distinction entre personne physique et personne morale. Est-ce que c'est vraiment réservé que au gros patrimoine? Est-ce que le fisc il raisonne vraiment en termes de, ok, il fait tant de CA, donc on va contrôler, ou est-ce qu'ils peuvent contrôler aussi des petits patrimoines et enfin, qui peut se faire contrôler? Alors, tout le monde peut se faire contrôler, puisqu'il y a même des contrôles qui sont aléatoires. Okay. C'est-à-dire que il y a des sortes d'algorithmes, je sais pas, des sortes de tirage au sort. Je sais pas comment exactement ça fonctionne, mais tout le monde peut se faire contrôler, quel que soit le chiffre, quels que soient les revenus, quel que soit. Bon, ok. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de plus en plus, l'administration fiscale décide de s'intéresser notamment aux réseaux sociaux. Donc il y a une équipe qui est spécialisée là-dedans aujourd'hui à Bercy et qui s'occupe de... En fait, quand on dit s'intéresser aux réseaux sociaux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils essaient de voir s'il y a une différence entre ce qui apparaît sur tes réseaux sociaux et les revenus que tu déclares. En gros, est-ce qu'il y a un truc qui est quand même pas cohérent? C'est-à-dire que le gars, il est tout le temps en Ferrari, mais par contre, il déclare 2000 par mois de revenus. Il y a un truc qui va pas dans l'histoire. Et donc, du coup, ça va engendrer le contrôle. Pareil, tu as des critères qui conduisent au contrôle plus facilement. Par exemple, une chute d'un coup de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Ça peut conduire à un contrôle parce qu'on ne comprend pas de chiffre d'affaires ou de résultat. C'est-à-dire avec des charges beaucoup plus élevées, ça peut facilement conduire à un contrôle parce que l'administration fiscale, naturellement, va se dire il y a un truc qui ne va pas. Même si la création d'une autre société, mais peut-être, ça peut être la justification. Ça peut être une appréciation globale, mais voilà, ça c'est des choses qui conduisent à un contrôle. Après, moi, qu'est-ce que j'ai vu comme raison de déclenchement de contrôle? Aussi des gens qui font pas mal de chiffres sur leur société,
et qui se rémunèrent pas, qui se rémunèrent rien. Même pas des dividendes peut-être. Donc il se dit comment il gagne de l'argent, comment il vit. Comment il vit au quotidien, exactement. Et donc du coup, là encore, ça attire l'attention. Donc voilà, il y a plein de cas qui existent. Bon voilà, le fait d'avoir des comptes bancaires à l'étranger, par exemple, aujourd'hui, on est obligé, je pense que tu le sais, on est obligé de les déclarer. 3916, voilà, tu connais bien. La déclaration de 3916, on est obligé de déclarer. Et donc quand on déclare pas, on a des amendes. Voilà, c'est des contrôles qui s'engagent automatiquement. Tu fais bien de le rappeler ça, parce que moi, forcément, quand je parle de certains courtiers, il y en a beaucoup qui sont à l'étranger, et moi, j'ai beaucoup de courtiers à l'étranger, parce que en plus, je fais beaucoup de tests avant d'en parler à mes auditeurs. Parce que j'aime bien tester ce que je recommande. Mais ouais, il faut pas oublier, parce que si je dis pas de bêtises, c'est 1 500 € d'amende, hein, si on 1 500 € par compte non déclaré par année. Donc ça peut vite piquer si on part sur 3-4 ans. Hein. Et si on a 3-4 comptes, quoi. Si on a 3-4 comptes. Ok, et du coup, si on reste dans le cadre du contrôle, on avait un petit peu parlé aussi en off tu vois, par exemple, alors on va plus parler pour les sociétés, pour ce qu'on peut passer en charge, tu vois. J'entends beaucoup, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs, j'entends de tout, j'entends qu'ils n'osent pas faire passer des choses, d'autres qui font passer énormément de choses, j'entends vraiment des fois des trucs qui me paraissent aberrants. Alors moi je suis plutôt de la catégorie ultra prudent, je n'ose pas trop faire passer de choses, je pense un peu à tort, mais je voulais savoir un peu, toi, quel est ton ressenti là-dessus, tu vois? À quel point le fisc est clément, ou encore, quelles sont les charges selon toi qu'on a le droit de passer, quoi? Alors c'est pas une question de ressenti, hein. Là, ce que je vais donner, c'est du pur juridique et fiscal. Il n'y a pas d'histoire de je le sens bien ou je le sens pas bien. Parce que moi j'aime ça en fonction des comptables, même des fois on a des discours différents. Alors ça c'est un autre sujet, c'est-à-dire que les comptables ou les experts comptables, comme ils certifient tes comptes, ils s'engagent en fait sur tes comptes. Donc ça veut dire que eux naturellement ils sont ultra prudents et ça se comprend. Ils vont pas engager leurs responsabilités sur des charges un peu limites. Donc par contre, ce que je peux dire aux auditeurs, ce que je peux te dire même à toi, c'est que tu peux toujours passer en charge ce que tu as envie, même si le comptable ne le veut pas. Par contre, le comptable te fera signer une décharge de responsabilité parce qu'il ne veut pas engager ses responsabilités. Et c'est ok, mais si toi tu es convaincu par ce que tu es en train de faire, parce que ta charge est vraiment liée à ton entreprise, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je réponds à la question, mais c'est tellement un vaste sujet qu'on va prendre des exemples et tu vas voir, on va même pouvoir s'amuser, les auditeurs vont s'amuser à s'identifier à ce qu'on dit. La problématique de la déduction de charge dans une entreprise est lié à ce qu'on appelle l'acte anormal de gestion. Si je passe en charge dans mon entreprise quelque chose qui n'est pas lié à l'intérêt de mon entreprise, je commets ce qu'on appelle un acte anormal de gestion. Il faut comprendre la logique, c'est que comme je passe une charge en plus, je baisse mon résultat, et donc j'enlève une partie de mon impôt sur les sociétés que j'aurais dû verser à l'État. Donc l'État, il va vérifier, c'est normal. Ok. Je commets un acte anormal de gestion dans 2 hypothèses. Il y a 2 cas où je commets un truc interdit. Premièrement, lorsque j'appauvris mon entreprise contre son intérêt. Deuxièmement, lorsque j'empêche mon entreprise de s'enrichir contre son intérêt. Ok, maintenant on prend des exemples. Je décide d'investir dans un appartement à la montagne, en SCI à l'IS, c'est une entreprise, une société commerciale. Je dois donc respecter le principe de l'acte anormal de gestion. Donc j'achète un appartement à la montagne, je le mets en location courte durée, tout va bien, et puis en février, je me le garde 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'empêche donc mon entreprise de s'enrichir. Par voie de conséquence, il y a acte anormal de gestion. Est-ce que l'acte anormal de gestion induit une fraude fiscale? C'est une fraude. C'est un mécanisme de fraude. Ça veut dire que j'ai empêché l'entreprise de s'enrichir. Elle aurait dû gagner 2 000 €. Je vais augmenter mon résultat de 2 000 €. Je paye l'IS dessus, les intérêts de retard et les majorations pour mauvaise foi. Autre exemple. Je décide d'acheter le cadeau d'anniversaire de mon petit cousin avec l'argent de mon entreprise. À première vue, je commets un acte anormal de gestion. Pourquoi? Parce que j'ai appauvri mon entreprise contre son intérêt. À moins que le petit cousin vienne filer un coup de main à la boîte. Mais à moins que le petit cousin nous rapporte des clients. On peut tout imaginer, bien sûr. S'il a 3 ans, c'est difficile à justifier. Quoi. Non, mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est la clé de tout. Et moi, c'est vraiment une phrase que je répète souvent, c'est que la fiscalité, c'est une histoire à raconter. Et donc, il faut être capable de démontrer. En fait, tout se prouve. Tout se prouve. N'importe quelle dépense peut passer en charge. Vraiment n'importe laquelle. Mais à condition d'avoir une histoire à raconter qui tienne la route. Bien sûr. Et qui soit cohérente. Je prends souvent un exemple.
Exemple d'un client, et si, je sais pas s'il écoutera ce podcast un jour, et sinon il me fera... Tu lui partageras sur les réseaux. Voilà, je fais ce petit clin d'œil, et je lui fais ce petit clin d'œil. Il a des salles de sport. Une salle de sport haut de gamme. Et il se posait la question, est-ce que si je pars en voyage à Dubaï, je peux passer en charge sur ma salle de sport? À première vue, tu te dis, mais il y a une salle de sport, c'est quoi le rapport avec le voyage à Dubaï? Sauf que quand il réfléchit, si le gars va à Dubaï s'il va faire du bizdev pour visiter toutes les salles de sport et s'en inspirer, s'il y va pour commander le même matériel qu'ils ont sur place, son déplacement prend tout son sens. Donc, tu arrives à le prouver. Et ça, comment tu le prouves au fisc? Lui, dans son cas, si les machines elles arrivent dans ces salles de sport en France et qu'il est allé, qu'il a pris les photos et qu'il a pris les références, etc., ça peut se prouver. Ouais. Donc tout ça pour dire que tout peut se prouver. Des exemples, il y en a de manière infinie. Tout doit être raconté avec une histoire qui tient la route. Et si je vais sur un exemple un peu plus avec moins d'histoire, tu vois, parce que je te dis ça parce que, par exemple, là, moi je travaille de chez moi et tu vas me dire que je fais une bêtise, je fais pas encore passer mon loyer en charge alors que je pourrais faire passer théoriquement une petite partie en prorata. Alors je sais, enfin d'après le comptable en tout cas, je peux passer la partie de mon bureau en gros que je peux faire passer en charge. Bon, je le fais pas parce que je vais bientôt déménager, bref, pour une histoire de simplicité. Et j'ai rencontré un mec, évidemment, je vais pas dire son nom, il m'a dit mais moi je fais passer tout mon loyer. Et son comptable lui a dit tu peux. Et je lui dis mais normalement non. Et j'ai envie de savoir, tu vois, quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce que... Alors, je prends ton cas, après je fais le cas de ton collègue. Déjà pour ton cas, tu peux très bien passer en charge une partie du loyer ou au prorata du nombre de mètres carrés que représente ton bureau. Concrètement, ça sert à rien la plupart du temps. Pourquoi ça sert à rien? Parce que imagine que tu as un appartement qui fait 100 mètres carrés et dont le loyer c'est 1 000 €. Je fais exprès de prendre des chiffres. Si ton bureau fait 10 mètres carrés, ça veut dire que tu as le droit de passer 100 € par mois, d'accord, 100 € par mois en charge. Et ça vient en revenu foncier après. Mais ça vient en revenu foncier. C'est pour ça que je l'ai pas fait en fait. Ça, je me suis rappelé. En revenu locatif non meublé, 100 € par mois, ça veut dire que tu déclares 1200. Tu as ton abattement de 30% parce que tu es en micro-foncier, d'accord, ça fait 840. 1200 moins 30%, 840. Sur les 840, tu vas payer l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Allez, t'es dans la tranche à 30, tu rajoutes tes 17,2 de prélèvements sociaux, t'as 47,2. Sur 840, ça te fait 400 de fiscalité. Ça veut dire que tu as rentré 1200, ça te coûte 400 de fiscalité, un tiers. Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ce process de déclaratif? C'est exactement pour ça que je l'ai pas fait. Non mais, donc, déjà, bien se poser la question. Deuxième point, le cas de ton collègue. Bien sûr que ça peut être une histoire à raconter, mais il faut que ce soit carré. Certainement, déjà, le bien, c'est pas sa résidence principale. Officiellement, je parle. Juridiquement, officiellement, ça veut dire que ce n'est pas sa résidence principale, certainement. Je sais pas que c'est, mais certainement. Ça veut dire que le bien apparaît dans son process comme un bien qui est en location à sa société et qui lui sert à faire ses contenus, qui lui sert à accueillir son équipe, qui lui sert à peut-être vivre dans la ville où se trouve le bien quand il y vient, etc. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Encore une fois, c'est une histoire à raconter. On passe bien en charge des bureaux qu'on loue. Si au lieu d'avoir des bureaux que tu loues, tu as un appart dans une ville parce que tu y vas de temps en temps, pourquoi pas? Ouais. Ok, bon, moi ça n'empêche pas, mais après tu vois ce que tu dis, tu m'as rappelé pourquoi je l'ai pas fait en fait, parce que j'avais dit la flemme en fait, c'est juste ça que je m'étais calculé que quand je passe en revenu foncier, bon, oui j'aurais gagné un peu, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est un peu déshabiller Pierre pour habiller Paul, je sais pas c'est quoi l'expression, mais... Oui, non, exactement. Encore une fois, si t'as genre un hangar de 500 mètres carrés chez toi, etc., pourquoi pas, mais là pour 10 mètres carrés, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Ok. Après, une autre question plus pour les entrepreneurs. Alors, et là on va reparler un petit peu de politique. Bon, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Une des structures classiques de l'entrepreneur, c'est souvent d'avoir la société commerciale et puis une holding. Et bon, tout un tas d'avantages à faire ça. J'ai fait des épisodes complets là-dessus. Et ces derniers temps, j'ai entendu parler de suroptimisation fiscale, que l'État cherche à augmenter les impôts d'une certaine façon. Oui, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On va faire une petite intro d'ailleurs là-dessus, mais il n'y a pas le choix. Et les derniers échos, ce que j'ai entendu dans les médias, c'est qu'ils parlent d'une loi pour la suroptimisation fiscale. Alors je ne sais pas si tu as le temps de creuser le sujet ou de l'entendre.
qu'est-ce qu'ils peuvent entendre parler de suroptimisation? Parce que moi j'ai entendu une dame parler, alors je sais plus laquelle, elle parlait que le fait de créer une holding c'est de la suroptimisation. La ministre des comptes publics, ouais. Et ça me paraissait aberrant parce que moi qui fais un petit chiffre, je vais bientôt faire une holding quoi. Et je suis seul et je suis pas millionnaire quoi. Donc on arrive sur une problématique centrale qui est liée au monde politique. C'est comme pour la réforme de la flat tax tout à l'heure, hein. C'est pareil. C'est-à-dire que les gens qui décident de la réforme de la flat tax, tu peux être sûr qu'ils n'ont jamais payé. Tu peux être sûr. Non, mais on peut le tourner dans tous les sens. Ils sont tous issus de la fonction publique, ils savent pas ce que c'est, ni l'investissement, ni créer une entreprise. Que tu le veuilles ou non, c'est la réalité. Donc là, quand on entend suroptimisation fiscale, et que dans la suroptimisation fiscale, elle nous dit que le fait de créer une holding, c'est une suroptimisation fiscale, et elle sous-entend qu'il pourrait y avoir une évolution, bon, déjà, il faut se renseigner, parce que le régime mère-fille, c'est un truc qui est bien plus global qu'au niveau français, donc ça veut dire qu'on va pas modifier le régime comme ça, déjà, pour commencer, et c'est surtout, on est face à des gens qui ne maîtrisent pas leur sujet. Qu'on le veuille ou non, c'est bien beau de dire la suroptimisation fiscale. Oui, alors, quand on leur pose la question dans le détail, ils disent oui, mais je me référais plutôt aux grands groupes qui payent pas assez de fiscalité. Ok, j'entends qu'on soit dans cette logique-là de dire il faut que les grands groupes payent, etc. Mais un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Et d'ailleurs, moi, je lance un appel dans ton podcast, je lance un appel à tous les entrepreneurs, tous les investisseurs, même tous les salariés du privé qui en ont marre de la différence qu'il y a entre ce qu'il y a en haut de la fiche de salaire et ce qu'il y a en bas. Non mais j'en rappelle, mobilisez-vous. En fait, mais de quelle manière tu peux te mobiliser, tu vois ? Le sujet, il est très simple. J'en parle là pendant mon tour de France. En France, il y a un grand principe qui est le principe du consentement à l'impôt. Tu es d'accord pour payer tes impôts. Que tu le veuilles ou non, c'est une réalité, c'est un principe. Pourquoi ? Parce que ce sont nos représentants qui choisissent la législation qui s'applique. Vous n'êtes pas content ? Changez vos représentants. On est tous responsables. On est tous responsables individuellement et collectivement. Les gars qu'on a à l'Assemblée nationale, là, les quelques gars là qu'on voit passer là aux infos parce qu'ils commettent limite des infractions pour certains, etc. Tu les as vus, qui ont des comportements discutables pour rester poli, discutables. Mais ces gens-là, ils n'ont pas été tirés à pile ou face. Bien sûr. Il y a des gens qui ont mis un bulletin de vote à l'intérieur. Donc, à un moment donné, c'est soit on se mobilise, on change nos représentants et on envoie des gens de la vraie vie, soit on continue à voter pour un parti, à voter pour une tête qu'on connaît déjà, et puis rien ne changera. Et puis on va s'enfoncer dans cette situation avec des gens qui prennent des décisions qui ne les concernent pas. Ils ne savent pas ce que c'est, la suroptimisation fiscale, mais elle ne sait même pas de quoi elle parle. Et puis c'est sûr, j'ai l'impression que plus on rajoute de petits mots genre super profit, suroptimisation, tu sais, et ça... Après, ouais, c'est du clientélisme un petit peu, tu vois, c'est aussi pour... En fait, la situation est la suivante aujourd'hui, c'est une réalité. À la base, l'État, il a été créé pour quoi ? Il a été créé pour assurer la sécurité des citoyens. Alors, il a été créé pour ça. Et puis, avec le temps, les services publics se sont démultipliés. Maintenant, l'État, il assure la justice, la santé, la culture, les transports, ainsi de suite. Et plus on a de services publics, plus il faut les financer. Et on n'arrête pas d'augmenter. On n'arrête pas. C'est-à-dire que créer des hauts commissaires, des hautes... Tous les jours, on augmente les dépenses publiques. Strates et des machins. Donc, il faut trouver de l'argent. Donc, le vrai travail à faire, c'est d'envoyer un entrepreneur prendre la liste des dépenses publiques et dire, maintenant, ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. 1,3 milliard pour nettoyer la Seine pour les Jeux Olympiques. 1,3 milliard pour nettoyer la Seine. Mais... à ce prix-là, qu'ils me fassent une piscine transparente, quoi. non, mais qu'on puisse se baigner pendant 20 ans dedans. Ok, on change la vie des Parisiens, ok. Mais là... ça a été 2 semaines, quoi. Mais même pas. Ils ont annulé les épreuves. Ah oui, et des exemples comme ça, des centaines, des dîners à 1 200 €, des fauteuils achetés... à 40 000 balles. Non mais il faut revenir sur Terre. Et il faut des personnes qui nous aident à revenir sur Terre. Et donc, c'est pour ça que vraiment, je lance l'appel, et je le fais dans tous les podcasts désormais où j'interviens, je lance l'appel. Tous ceux qui sont animés par cette volonté de faire évoluer les choses, changez vos représentants. Moi, j'ai pris mes responsabilités il y a quelques semaines, tu le sais, j'ai pris mes responsabilités, et je sais que c'est une décision difficile. C'est-à-dire que je mets entre parenthèses mes activités, si jamais ça marche. Je me suis présenté aux élections législatives. Crois-moi, d'un côté j'avais envie de gagner, de l'autre j'étais pas forcément à l'aise parce qu'après t'es médiatique, t'es médiatisé. Attention, moi je gagne mieux ma vie qu'en étant député. Non mais qu'on soit bien d'accord. Non, mais en même temps c'est ça qu'il faut.
Il faut des gens qui ne sont pas intéressés. Bien sûr. Et je sais pas si tu connais, moi je suis beaucoup Mounir Lagoun de la chaîne Finari. Il disait un truc que je trouvais intéressant, c'est que on ne devrait pas être politique de carrière. C'est une évidence. Et qu'on devrait, voilà, avoir vraiment des gens du civil qui viennent faire un mandat. Alors, moi je suis moins tranché là-dessus parce que quand on a des bons, ce serait dommage de s'en priver. Ouais. Mais par contre, moi j'ai une définition très claire de la politique. Pour moi, la politique, c'est mettre ses compétences au service de l'intérêt général. Ça nécessite donc deux choses. Des compétences d'abord. Des compétences. Oui, c'est quand même le plus important. Non mais comme je dis, c'est-à-dire que moi j'attends qu'on me donne les compétences de certains, de base, tu vois, et lutter pour l'intérêt général. Ça veut dire qu'on met de côté ses intérêts particuliers. Non, si ces deux choses ne sont pas réunies, ça ne peut pas fonctionner. J'ai beaucoup de respect pour certains responsables politiques. Je pense notamment au maire d'Antibes, qui est un spécialiste du domaine médical, qui est médecin de formation, qui a fait la loi sur la fin de vie. Moi, j'y connais rien. Attention, j'ai pas d'avis là-dessus. Qui a mis ses compétences au service de l'intérêt général. Ok. Par contre, les autres. Ouais, il y en a beaucoup, on se pose la question. On peut se poser la question. Et le pire, je devrais pas faire de politique, je fais pas de politique, mais je vais le dire quand même, au pire tu le couperas. Aujourd'hui, notre espoir, c'est Jordan Bardella. Mais c'est une blague. C'est une blague. C'est-à-dire que notre espoir, c'est un gars qui n'a jamais bossé. C'est vrai que depuis, mais j'ai envie de dire, je parle même pas de l'opposition. C'est même pas sans penser à l'orientation politique, mais j'ai envie de dire, c'est pas le seul. Moi, ce qui me trouve le plus triste, c'est que c'est pas le seul. Mais bien sûr, mais on le présente comme l'espoir de la politique française. Pardonne-moi, mais moi c'est tout le contraire. Et pourtant, attention, encore une fois, je mets de côté les idées dans ce que je suis en train de dire. Ouais, juste le parcours, toi, tu m'en demandes le parcours. Et il est sûrement super sympa. Et on passerait un super moment si on mangeait avec lui un midi. Non mais tu vois, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a un peu de sérieux. Sérieux. Il n'y a pas un job, il n'y a pas eu un job. Il n'y a pas eu un job étudiant. Il n'y a pas eu mettre les mains dedans à un moment donné. C'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas avoir des gens qui travaillent pour l'intérêt général sans avoir vu ce que c'était réellement, enfin d'avoir été vraiment dans le dur, quoi, dans le concret, d'avoir vécu finalement ce que vit 99% de la population. Exactement. Je te propose qu'on revienne un peu sur la fiscalité, on s'est un petit peu égaré. Je te propose qu'on termine sur un sujet finalement par lequel tu avais commencé, qui était sur la flat tax. Bon, voilà, ça a été quelque chose qui a été mis en place par Macron, qui a priori va être revu dans ton discours. J'entends que tu penses fortement que ça va arriver. Quels seraient les impacts selon toi si la fiscalité était réaugmentée? Et alors, pour qui ça va impacter concrètement, tu vois, la fiscalité, enfin, si la flat tax est amenée à revenir ça va frapper déjà tous les chefs d'entreprise qui se versent des dividendes. D'accord, sur les dividendes. Moi, ça fait plusieurs années que je dis à tous mes clients de se verser des dividendes tous les ans. Pas parce qu'ils en ont besoin, parce que je me doute qu'on va arriver au moment qui est le moment d'aujourd'hui. On ne pourra plus. Moi aussi, tous les ans, je me verse des dividendes et à chaque fois, ça me gonfle de payer 30%, alors que j'ai pas besoin de la trésor. Mais je le fais parce que je sais qu'on va arriver à ce moment-là. Donc du coup, tous les chefs d'entreprise vont être impactés. Premièrement. Deuxièmement, tous ceux qui font du placement financier. Alors, on passe de 30 à 33. Il y en a qui pourraient dire 3%, c'est pas le bout du monde. Ouais, on est déjà à 30. Alors, on est déjà à 30. Donc, non, tous ceux qui font des choses vont être impactés. Qui prennent des risques finalement avec leur place. Qui prennent des risques. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, on récompense pas ceux qui prennent des risques. Et c'est là que je te dis qu'il y a un problème de prise de conscience. Être entrepreneur, c'est du risque peu jour. Être investisseur immobilier, c'est du risque. Enfin, moi, je le dis, quand on m'en parle, il y a les réseaux sociaux, on a l'impression que tout se passe bien, etc. Mais moi, quand je fais un projet immobilier, je connais comme tout le monde la solitude, le doute, la réussite incertaine. Tu trembles pendant les travaux, tu te demandes si ça va te coûter plus cher, etc. Bien sûr. Pour tout le monde, c'est pareil. On prend tous des risques. Et ça veut dire qu'on récompense pas ceux qui prennent des risques. Donc, je ne peux pas valider ce raisonnement-là. Et en plus de ça, c'est que, alors après, là, si je reviens sur la partie financière, il y a quand même, moi, je vois une façon quand même pour l'éviter, c'est de passer par des enveloppes fiscales. Je sais pas si c'est aussi des choses, toi, tu fais pas forcément de finance, c'est plus dans mais tu vois, moi, j'ai l'impression que la seule façon un peu d'éviter la flat tax, moi sur la partie placement financier, c'est d'utiliser quand même les enveloppes type PEA et assurance vie. C'est une des façons. Et
Alors j'en viens à une autre, un autre débat, on va revenir, hein, on va encore parler politique, mais en fait c'est un, comment dire, en fait je vois que c'est une inquiétude qui vient énormément, enfin, de mon audience. Je vois beaucoup de gens qui me posent cette question, que ce soit en mission de conseil ou même sur les réseaux. On me dit, Thomas, est-ce que l'État va piocher dans notre argent, quoi? C'est une inquiétude qui je voulais savoir un peu quel est ton avis. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et j'ai plutôt tendance à penser que non, ils vont pas le faire et ils peuvent pas le faire. Alors, il y a la loi Sapin 2, peut-être que tu vas citer, mais est-ce que concrètement ils ont le droit, tu vois? Enfin, toi, tu connais mieux le droit que moi, donc est-ce qu'ils ont le droit concrètement d'aller piocher dans ton assurance vie si on n'arrive pas à rembourser la dette? Alors, je suis pas un grand spécialiste de ces textes-là. Ce qui est sûr, c'est que je peux te faire un raisonnement juridique très concret. Ce qui est dans une loi peut nécessairement être modifié par une autre loi. Parce que ce n'est pas dans la Constitution. Si on voulait le protéger, il faudrait que ce soit dans la Constitution française. Aujourd'hui, c'est pas dans la Constitution. Ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir une loi qui soit votée et qui vienne décider qu'au-delà d'un certain montant, l'État français a le droit de piocher dans l'épargne des Français. Mais attention, c'est pas prendre aux Français, c'est simplement prendre avec certainement des taux d'intérêt fixés et un remboursement à horizon un certain nombre d'années avec des intérêts qui seraient fixés. C'est plus ça qui devrait arriver. Est-ce que je suis inquiet aujourd'hui? Non. Parce que j'ai une tendance, une nature optimiste aussi. Et je me dis que on est déjà allé loin dans le risque de mécontentement des Français. Là, pour le coup, je pense que ce serait vraiment le truc de trop. Et puis là, on irait toucher les Français à ce qu'ils ont de plus cher, leur épargne, leur sécurité, parce qu'on épargne pour se sentir en sécurité. Donc, moi, j'y crois pas. J'y crois pas un seul instant que ça puisse être une mesure qui soit adoptée dans les prochaines semaines. Moi, j'y crois pas non plus. Et de ce que j'ai lu, et une façon détournée, finalement, on en revient à la chose, c'est d'augmenter l'impôt, quoi. Enfin, c'est une façon détournée, finalement. Bien sûr. Mais, ok, Simon, je pense qu'on a fait un bon petit tour du sujet. Alors avant qu'on parle un peu de tes projets, plus pro et perso, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important sur la fiscalité que tu aimerais rajouter, peut-être un sujet qu'on n'a pas traité? Alors je pense avoir fait le tour de ce que je voulais, mais alors pas forcément un sujet, mais peut-être 2-3 petites recommandations naturelles qui me viennent. La première chose, c'est que évidemment la fiscalité c'est mon quotidien, mais je crois surtout qu'il ne faut pas s'empêcher d'avancer à cause de la fiscalité. Ça, c'est un premier point qui me semble important de dire aux auditeurs. Bien sûr, elle est lourde, bien sûr que c'est désagréable, mais il ne faut pas s'arrêter d'avancer, il ne faut pas s'arrêter de faire des projets à cause de la fiscalité. Parce que, si je prends ne serait-ce que l'investissement immobilier, c'est une source d'enrichissement malgré la fiscalité. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un que je connais pas à la banque qui me prête de l'argent, et j'ai quelqu'un d'autre que je connais pas, le locataire, qui paye un loyer pour que je puisse rembourser le premier. Donc ça veut dire que je m'enrichis tous les mois quand même. Donc même si la fiscalité est élevée, l'enrichissement doit rester la priorité, et donc il faut avancer quand même. Je crois que ça, c'est important de le dire. Voilà, et puis le deuxième élément, là, qui est plutôt pas forcément fiscal, mais si je peux le dire aux auditeurs, je pense que ce sera intéressant pour tout le monde. C'est en travaillant beaucoup et c'est en faisant de la quantité qu'on finit par avoir de la qualité. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est-à-dire que c'est en faisant plus qu'on assure un minimum le résultat qu'on va obtenir. Et donc, je ne peux qu'encourager tous ceux qui nous écoutent à être sérieux, à être déterminés, à ne pas croire que l'argent facile, ça existe, parce que ça n'existe pas. Il faut bosser pour l'obtenir. Il faut être sérieux, il faut faire ses études de marché, il faut prendre du temps pour faire les choses correctement, voir des professionnels, se sécuriser, etc., pour avancer correctement. Voilà, je crois que ça, c'est la clé. Il faut bosser pour y arriver. Je vais juste rebondir sur tes deux remarques, je trouve ultra pertinentes. Je vais commencer par la deuxième avant que je l'oublie. Moi, mon mantra, c'est mieux vaut fait que parfait. Et je trouve que ça rejoint un peu, avec la quantité, tu arrives à faire de la qualité. Et voilà, moi c'est un de mes mantras et je suis pas sûr de thèse, donc je profite pour rebondir là-dessus. Et je pense que en faisant, on apprend, et même si c'est pas parfait, on aura des résultats qu'on va pouvoir itérer, et à la fin on arrivera à quelque chose qu'on veut. Et pour revenir sur ton premier point, alors tu peux me le rappeler? Oui, c'est le fait qu'il faut pas s'arrêter d'avancer à cause de la fiscalité. Ah voilà, et je rebondis là-dessus parce que c'est un truc que j'ai déjà dit et que je redis. Alors là, on est plus dans mon domaine purement investissement. En fait, je vois tellement de gens qui sont aveuglés par la fiscalité sur leur investissement, c'est-à-dire qu'ils priorisent le fait de défiscaliser sans regarder le rendement de l'aide de fiscalité. Et moi, ce que je dis aux auditeurs tout le temps, c'est que c'est plus important d'avoir un bon rendement à risque, même si tu payes de l'impôt,
plutôt que d'être obsédé par payer moins d'impôts, mais qu'après ton rendement il est pourri. Et donc voilà, du coup je rejoins tes 2 points, parce que c'est 2 points importants que je dis souvent. Ok Simon, merci. Est-ce que du coup tu peux nous dire où c'est qu'on te retrouve, avec plaisir, virtuellement ou physiquement? Alors, donc vous pouvez évidemment me retrouver sur mon compte Instagram, le compte d'Aragon Conseil, sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn également, et puis me retrouver évidemment en physique à l'occasion de certains événements que j'organise. Je pense là le prochain, je sais pas quand va sortir le podcast exactement, mais le prochain ce sera mon séminaire annuel. Il y en a un par an qui s'appelle La fiscalité pour tous, qui s'adresse vraiment à tous ceux qui veulent avancer sur la matière fiscale et à acquérir des connaissances importantes, qui aura lieu le samedi 5 avril 2025 dans le sud de la France. Il reste quelques places, c'est un gros événement, c'est un bel événement. On fait une journée de fiscalité, alors il faut pas venir pour entendre 3 heures de mindset, se balader, etc. Mais voilà, pendant la journée, on traite vraiment des sujets fiscaux concrets, on en apprend beaucoup pendant la journée, et puis c'est l'occasion de rencontrer plein de gens, plein d'investisseurs, plein d'entrepreneurs qui sont là également pour se perfectionner dans cette matière passionnante. Et ce sera peut-être aussi l'occasion de me rencontrer pour ceux qui veulent, parce que moi je l'ai noté sur mon agenda. Parfait, on se voit le 5 avril. Alors. Bon, merci beaucoup Simon en tout cas, merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt.